Les informations sur les charges d'une organisation à but non lucratif en général, et les coûts liés à la levée de fonds en particulier, sont importantes pour les utilisateurs des états financiers à usage général. Cette vidéo explique les propositions de l'exposé sondage 3 de l'IMPAG concernant la classification et la déclaration des charges. Il couvrira l'analyse des charges par nature, par fonction ou en utilisant une approche mixte, et présentera les principes de répartition des coûts, afin de calculer les coûts directs, les coûts partagés, et les coûts des fonctions support. Nous expliquerons les informations à fournir sur les charges, et aborderons le traitement des dépenses en capital. Nous décrirons également les propositions relatives aux coûts du personnel et aux coûts liés à la levée de fonds. Les directives sur la classification des charges des OBNL se trouvent dans l'IMPAG, section 24, partie 2. En prenant en considération la diversité du secteur, un degré de flexibilité est permis en ce qui concerne les options de présentation des charges. Les OBNL peuvent fournir une analyse des charges en utilisant l'une des trois approches de classification. Cela peut être basé sur la nature des charges, la fonction des charges au sein de l'OBNL, ou une présentation mixte qui combine des éléments des approches par nature et par fonction des charges. Lorsque les charges sont classées en fonction de leur nature, l'analyse montre les intrants qu'une OBNL utilise pour les activités qu'elle mène pour réaliser sa mission, comme le paiement du personnel, les locaux ou les déplacements. Une OBNL doit présenter les catégories de charges, qui fournissent les informations les plus pertinentes et fiables aux utilisateurs des états financiers de l'OBNL. L'exemple montre à quoi peut ressembler une analyse des charges par nature, et inclut des postes de charges typiques, tels que les coûts du personnel, les loyers et services publics, les fournitures médicales et les subventions accordées. Lorsque les charges sont classées par fonction, l'analyse des charges montre le coût des activités que l'OBNL a menées. Une fonction d'analyse par charge pourrait montrer les programmes principaux tels que les services d'éducation et de conseil ou la recherche et développement, ou les activités administratives. Pour produire une analyse des charges par fonction, une OBNL doit répartir et combiner les charges, en fonction de l'activité à laquelle se rapporte chaque fonction. Lorsqu'une OBNL choisit de présenter une analyse par fonction, il est nécessaire de fournir une description narrative des principaux types de charges qui composent chaque activité. Les OBNL n'ont pas besoin d'indiquer le montant consacré à chaque type de charge dans cette description, mais seulement la nature. Dans cet exemple, l'analyse montre le coût de ces activités en matière de services éducatifs et de conseil, de programmes de recherche et de développement, d'activités de levée de fonds et d'activités de soutien. L'analyse des activités et des programmes devrait fournir les informations les plus pertinentes et les plus fiables aux utilisateurs des états financiers de l'OBNL. Pour cet exemple, les types de coûts inclus dans les activités éducatives sont fournis dans une description narrative, comme illustré. Cette description devrait également être fournie pour les autres fonctions présentées. Une présentation mixte consiste à classer les charges en partie par nature et en partie par fonction. Cela implique que certaines charges sont présentées par nature, tandis que d'autres transactions sont réparties et regroupées en fonction de l'activité à laquelle elles se rapportent. Lorsqu'une OBNL choisit de présenter les charges selon une présentation mixte, une description narrative des principaux types de charges au sein de chaque activité fonctionnelle doit également être fournie. Voici un exemple d'analyse des charges à l'aide d'une présentation mixte. Il inclut les coûts d'une OBNL pour la fourniture de kits de test, ce qui est pertinent dans ce cas car il prévoit de récupérer le coût auprès des utilisateurs du service. Dans cet exemple, l'OBNL exerce également d'autres activités qui sont mieux comprises par les intrants, et donc les coûts du personnel, les coûts des locaux et l'amortissement sont présentés séparément pour celles-ci. L'utilisation de la classification selon les fonctions ou la nature des charges devrait fournir les informations les plus pertinentes et les plus fiables aux utilisateurs des états financiers de l'OBNL. Une explication narrative est fournie pour décrire les types de charges significatives de chacune des activités de l'élément fonctionnel de la présentation. Bien que les OBNL soient autorisés à choisir la méthode de classification, les propositions incluent également une présomption réfutable. Cette présomption stipule que les informations les plus pertinentes et les plus fiables pour les utilisateurs des états financiers seront fournies par une analyse par nature des charges, ce qui est en fait la méthode par défaut. Cependant, une OBNL peut estimer que l'analyse par défaut selon la nature des charges ne fournira pas d'informations plus pertinentes et plus fiables aux utilisateurs de ces états financiers, et choisir à la place une présentation basée sur une classification fonctionnelle ou mixte. Dans ce cas, une note explicative doit être fournie pour expliquer pourquoi l'analyse alternative fournit des informations plus pertinentes et plus fiables aux utilisateurs des états financiers. Pour décider de la classification à utiliser, une OBNL doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, notamment: quelle méthode est la plus pertinente et la plus fiable? Par exemple, lorsqu'une OBNL génère des excédents à partir de ses activités de vente au détail,
qu'elle utilise pour financer ses activités missionnaires, la déclaration d'un poste de coût des ventes pourrait être plus pertinente et plus fiable. Dans ce cas, une analyse fonctionnelle pourrait être plus appropriée. Quelle méthode représente la manière dont l'OBNL est gérée? Lorsqu'une OBNL est gérée en fonction de ses programmes d'activité, tels que les interventions d'urgence et les programmes éducatifs, une analyse fonctionnelle pourrait constituer une manière plus pertinente et plus fiable de présenter ses coûts. Pratique sectorielle, lorsqu'un secteur ou un type particulier d'OBNL utilise normalement une forme de classification, la cohérence peut permettre de comparer les charges de différentes OBNL au sein de ce secteur et de fournir les informations les plus pertinentes. Si la répartition des charges entre les fonctions serait essentiellement arbitraire, cela ne fournirait pas d'informations fiables ou pertinentes. Quelle que soit la méthode de classification utilisée, les OBNL peuvent choisir de présenter l'information soit au recto de l'état des produits et des charges, soit dans les notes aux états financiers. L'IMPAG fournit des directives sur la répartition et le regroupement des charges. Cela sera nécessaire lorsqu'une classification fonctionnelle ou mixte des charges est utilisée. Elle peut également être nécessaire pour calculer les coûts liés à la levée de fonds ou les coûts des fonctions support lorsque les états financiers supplémentaires sont préparés conformément au guide des pratiques 1 de l'IMPAG. Les méthodes doivent être raisonnables et appliquées de manière cohérente à toutes les activités, ainsi qu'être cohérentes entre les périodes de déclaration, sauf en cas de changement de circonstances. Les méthodes choisies doivent également garantir que les comptes représentent fidèlement les coûts des activités. La section 24, partie 2, énonce les principes généraux que doit suivre une OBNL lorsqu'elle répartit ses charges. Elle identifie les coûts comme étant soit des coûts directs, soit des coûts partagés, soit des coûts support. Un coût direct est un coût qui ne sert qu'à une seule activité. Il peut donc être directement imputé à cette activité. Par exemple, les coûts directs d'un employé qui ne travaille que sur un seul projet sont directement imputables à ce projet. Tous les coûts du personnel de cet employé doivent donc être répartis sur cette activité. Si cet employé passe la moitié de son temps à travailler sur un projet et l'autre moitié sur un autre, ces coûts du personnel restent directement imputables, mais ils doivent être répartis entre les deux projets. Dans l'IMPAG, ceux-ci sont appelés des coûts partagés. En cas de coûts partagés, une base appropriée doit être appliquée pour répartir les coûts entre les activités pertinentes. Dans cet exemple, le temps passé par l'employé sur chaque projet serait une base appropriée. Pour les coûts de fonctionnement d'un véhicule utilisé pour plus d'un projet, la distance parcourue pour les besoins de chaque projet pourrait être une base plus appropriée. Les coûts des fonctions support sont les coûts des activités nécessaires à l'administration et à la gestion de l'OBNL dans son ensemble. Par exemple, les coûts de personnel d'une personne qui travaille sur des questions de gouvernance essentielles au bon fonctionnement de l'OBNL. Les coûts des fonctions support concernent toutes les activités de l'OBNL et ne peuvent donc pas être directement imputés à une activité individuelle. Par exemple, une OBNL peut décider que les coûts liés à la gouvernance doivent être répartis entre les activités en fonction du pourcentage du budget d'exploitation de l'OBNL que représentent ces activités. Cet exemple illustre ces principes généraux. Une OBNL loue un immeuble de bureau pour 1 000 $ par mois. Le loyer mensuel est réparti entre les activités de l'OBNL, en fonction de la surface occupée, de la manière suivante. Le loyer est réparti sur une activité pour l'espace occupé lorsque le personnel travaille directement sur une activité. Il s'agit de coûts partagés qui sont répartis en fonction de la superficie occupée par chaque membre du personnel ou de l'équipe. Dans cet exemple, 25% de la surface est occupée par le personnel travaillant sur l'activité A, et 25% par le personnel travaillant pour l'activité B. En conséquence de l'imputation des coûts directs du loyer, 250 $ sont imputés à l'activité A, et 250 $ sont imputés à l'activité B. Les 50% restants étant utilisés par le personnel chargé des activités de support, 500 $ sont imputés au coût des fonctions support. Ce coût est ensuite réparti entre les activités directes, sur la base des budgets d'exploitation respectifs. L'activité A représente 20%, et l'activité B 80%. Par conséquent, 20% de 5 cents $, soit 100 $, sont imputés à l'activité A, et 80%, soit 4 cents $, sont imputés à l'activité B. D'autres sections de l'IMPAG exigent de fournir des informations sur les charges. Par exemple, la section 17 sur les immobilisations corporelles exige que les informations sur la dotation annuelle aux amortissements comptabilisés soient fournies. Lors de l'élaboration de l'IMPAG, il a été décidé que si des informations sur les charges doivent être fournies en vertu d'une autre section de l'IMPAG, elles doivent faire partie des informations à fournir en rapport avec cette section et ne doivent pas figurer dans une note d'information distincte sur les charges. Toutefois, il y a deux informations spécifiques à fournir dans la section 24, partie 2. Premièrement, les avantages accordés aux volontaires,
tels que des services ou des biens gratuits ou subventionnés. Les informations sur ces avantages doivent être fournies séparément. Cela s'applique à tous les volontaires, sauf lorsqu'un volontaire est une partie liée. Dans ce cas, les informations à fournir sur les parties liées s'appliquent à tous les volontaires. Deuxièmement, les pertes, réduction de valeur et paiements spéciaux. Ces éléments doivent également être rapportés séparément. Il peut s'agir de pertes de trésorerie dues à la fraude ou au vol, ou de créances irrécouvrables qui doivent être annulées. Les paiements spéciaux peuvent également inclure les paiements au contrat en dehors d'un contrat contraignant, les paiements de compensation et les indemnités de licenciement. Dans certaines juridictions, il est courant que les OBNL inscrivent en charge les actifs financés par des subventions. Il est à noter qu'en IMPAG, toutes les additions importantes d'immobilisation corporelle qui répondent à la définition d'un actif dans la section 17 sont capitalisées, quelle que soit la source de financement. La section 17 de l'IMPAG exige également que l'amortissement soit comptabilisé dans l'état des produits et des charges. L'amortissement est comptabilisé dans le même fonds que l'actif. Par exemple, si des restrictions sont imposées sur la manière dont l'actif peut être utilisé, celui-ci fera partie d'un fonds restreint. Pour les rapports destinés aux donateurs, le format standard du guide pratique 1 de l'IMPAG, état financier supplémentaire, inclut l'option de supprimer l'amortissement et de présenter les dépenses en capital, ce qui est une préférence pour de nombreux donateurs. De plus amples informations sont disponibles dans les vidéos présentées, les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Le coût des employés est souvent significatif pour les OBNL. C'est un coût qui suscite l'intérêt des utilisateurs des états financiers. L'inclusion des coûts du personnel a été discutée avec les groupes consultatifs et il y a eu un consensus sur le fait que l'OBNL devrait fournir les informations liées à ces coûts. Conformément au principe consistant à fournir des informations sur les charges en même temps que d'autres informations pertinentes, l'exposé sondage 3 inclut une modification des informations à fournir sur les avantages du personnel à court terme, qui était incluse dans l'exposé sondage 2. Des modifications ont également été apportées aux informations à fournir sur les parties liées. Pour les charges de personnel à court terme, l'IMPAG exige désormais de fournir des informations séparément pour les coûts suivants. Les salaires et les cotisations de sécurité sociale. Les avantages en nature accordés aux employés actuels, tels que les soins médicaux, le logement, les voitures et les biens ou services gratuits ou subventionnés, autres que ceux fournis dans les mêmes conditions que pour les autres bénéficiaires de services éligibles. Les primes versées dans les 12 mois suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle les employés ont rendu le service concerné. Et les autres coûts statutaires ou contractuels liés au personnel. Lorsqu'une OBNL considère les transactions avec des parties liées, un petit nombre de modifications des exigences d'information à fournir sont proposées, et les types de transactions ont été élargis pour inclure les subventions et les dons. Une nouvelle exigence d'information à fournir sur la rémunération des membres de l'organe de direction est proposée. Les membres de l'organe de direction sont des personnes responsables de la supervision des activités de l'OBNL, qu'ils soient rémunérés ou non. Ces personnes peuvent également être décrites comme des fiduciaires ou des membres du conseil d'administration. Les informations à fournir incluent toutes les formes d'avantages liés à la rémunération du personnel, avec le même champ d'application que la section 28 sur les avantages du personnel. Cela inclut si les paiements ont été effectués par l'OBNL ou en son nom. L'OBNL doit également fournir les informations sur la base juridique de la rémunération du personnel versé. Les informations suivantes doivent être fournies dans les notes aux états financiers. Soit aucun membre de l'organe de direction n'a reçu de rémunération ou d'avantage pour leur travail au sein de l'OBNL. Soit un ou plusieurs membres de l'organe de direction ont reçu une rémunération ou d'autres avantages en raison de leur emploi au sein de l'OBNL. Si une rémunération a été versée, les informations suivantes doivent être fournies. Qui a été rémunéré, et la nature du travail pour lequel ils ont été rémunérés. L'accord juridique pour le paiement, et la confirmation que l'OBNL est autorisé à effectuer ces paiements conformément à la loi ou à la constitution de l'OBNL. Le montant versé doit être ventilé entre le salaire, la pension et les autres avantages. De plus, lorsque les membres de l'organe de direction ont réclamé des charges, l'OBNL devra fournir les informations sur le nombre de membres payés et la valeur de toutes les charges significatives payées, en indiquant leur type ou leur nature. Il existe deux exemptions pour les informations à fournir sur les transactions avec des parties liées pour les membres des organes de direction. Les informations sur une subvention ou un don fait par un membre n'ont pas besoin d'être fournies, à condition qu'il n'y ait aucune obligation spéciale de modifier les activités normales de l'OBNL, telles que l'utilisation de certains fournisseurs ou de certaines sources d'approvisionnement. Toutes les informations liées aux accords de subventions exécutoires devront être fournies, car ils imposent des exigences de performance spécifiques à l'OBNL. De plus, les informations sur les services reçus par un membre d'un organe de direction n'ont pas besoin d'être fournies,
s'ils sont reçus aux mêmes conditions que tout autre bénéficiaire éligible. L'IMPAG inclut des directives distinctes sur la présentation des coûts liés à la levée de fonds. Ces propositions sont incluses dans la section 24, partie 3. Les propositions ont été élaborées pour offrir une approche plus transparente de la présentation des coûts liés à la levée de fonds. IMPAG exige que les coûts liés à la levée de fonds soient présentés séparément, quelle que soit la classification des charges utilisées. Il décrit également 3 catégories de coûts liés à la levée de fonds et la manière dont ils doivent être calculés. L'IMPAG décrit les coûts liés à la levée de fonds comme incluant les dons, les cadeaux, les subventions et transferts similaires, les coûts commerciaux, ainsi que le coût de la gestion des placements. Les coûts liés à la levée de fonds excluent le développement de documents applicables à l'ensemble des activités d'une OBNL, comme le coût des plans d'entreprise ou des rapports annuels, ou même des sites web. La première catégorie de coûts liés à la levée de fonds concerne les activités visant à obtenir des dons ou des cadeaux, ou à obtenir des subventions, de la part d'entités ou de personnes extérieures à l'OBNL. Des exemples de ces charges incluent des activités suivantes. La recherche de dons, de subventions et de legs. L'exploitation de programmes d'adhésion ou des loteries sociales. L'organisation d'événements. La conclusion de contrats avec des agents pour collecter des fonds au nom de l'OBNL. La recherche et le développement de stratégies et de plans de levée de fonds pour les donateurs potentiels. La publicité et le marketing, à condition que ceux-ci ne concernent pas l'OBNL dans son ensemble. La deuxième catégorie de levée de fonds concerne les activités commerciales. Il s'agit d'activités menées spécifiquement pour générer des fonds qui seront utilisés pour atteindre l'objectif principal de l'OBNL. Elles peuvent se rapporter à l'exploitation d'un point de vente pour vendre des biens donnés ou achetés, ou à l'exploitation d'une société commerciale entreprenant d'autres activités commerciales ou d'exploitation. Certaines OBNL facturent ou demandent une contribution pour couvrir partiellement les coûts des services ou des biens qu'elles fournissent dans le cadre de leur objectif principal. Les coûts associés à la génération de produits de cette manière ne sont pas des coûts liés à la levée de fonds, car ils font partie du modèle opérationnel de l'OBNL. La troisième catégorie de coûts liés à la levée de fonds concerne la gestion des placements. Il s'agit d'investissements détenus spécifiquement pour générer des rendements financiers. Par exemple, une OBNL peut recevoir des actions qui ne peuvent pas être vendues, mais les rendements de ces investissements peuvent être utilisés pour les énoncés de mission de l'OBNL. Les coûts liés à la levée de fonds dans la catégorie de la gestion de placements incluent, mais ne se limitent pas à la gestion de portefeuille, l'obtention de conseils en investissement, l'administration des investissements, les coûts liés à l'octroi de licences de propriété intellectuelle, la collecte de loyers et les réparations immobilières, et les charges d'entretien des immeubles de placement. Pour calculer les coûts liés à la levée de fonds, les OBNL peuvent avoir besoin de répartir les coûts à chacune de ces activités. L'IMPAG exige l'utilisation des méthodes d'imputation identifiées dans la partie 2 de la section 24 pour la classification des charges. Cela signifie que les coûts liés aux levées de fonds seront composés de leurs coûts directs, de leurs coûts partagés et de leurs coûts des fonctions support. Pour les activités commerciales, les coûts liés à la levée de fonds doivent inclure tous les coûts liés à la vente des produits donnés ou commerciaux. Cela inclura les coûts associés à la production directe de biens ou de services, les coûts de production partagés et tous les coûts des fonctions support. Pour les coûts de gestion des placements, lorsque les gestionnaires de placement déduisent leurs frais de tout revenu de placement, l'OBNL doit déclarer le revenu brut de placement avant les frais, puis déclarer les frais de gestion facturés comme un coût, lorsque cela est possible. Parfois, les activités servent à plusieurs fins au-delà de la simple levée de fonds, comme sensibiliser également à l'œuvre de l'OBNL. L'IMPAG exige que, lorsqu'il y a plus d'un objectif, les coûts soient répartis. Toutefois, une exemption pragmatique est prévue. Une répartition n'est pas nécessaire lorsque les coûts de calcul de la répartition sont supérieurs aux avantages que les utilisateurs des états financiers retirent de la présentation des coûts liés à l'aspect de levée de fonds de l'activité. Les coûts relatifs à chacune des catégories de levée de fonds doivent être présentés séparément. Tous les coûts liés à la levée de fonds doivent être déclarés sur une base brute et ne doivent pas être déduits des produits. Cette exigence est conforme à l'exigence générale de l'IMPAG selon laquelle toutes les transactions doivent être déclarées sur une base brute. Les informations à fournir doivent inclure une description narrative de la méthode de répartition des coûts et des bases de répartition adoptées pour estimer les coûts liés à la levée de fonds. Lorsque l'exemption pragmatique liée à la répartition des coûts a été utilisée, cela doit être mentionné dans les informations à fournir. Lorsque cela s'avère utile, une OBNL peut présenter une analyse des revenus générés avec les coûts des activités spécifiques associées, à condition que les coûts soient présentés bruts. Cette vidéo a expliqué les propositions de l'IMPAG pour la présentation des charges dans l'exposé sondage 3, y compris les coûts liés à la levée de fonds. L'analyse des charges doit être présentée en utilisant une classification par nature des charges,
sauf si cela ne fournirait pas les informations les plus pertinentes ou les plus fiables. Dans ces cas, les OBNL peuvent utiliser une analyse basée sur la fonction des charges, ou une présentation mixte. L'IMPAG fournit des directives sur la répartition et le regroupement des coûts, en les répartissant entre coûts directs, coûts partagés et coûts des fonctions support. Cela permet de garantir que les comptes incluent une représentation pertinente et fidèle des coûts de l'activité. L'analyse des charges peut être présentée soit au recto de l'état des produits et des charges, soit dans les notes. Il existe des informations spécifiques à fournir concernant la déclaration des avantages reçus par les volontaires, ainsi que les pertes, les réductions de valeur et les paiements spéciaux. Il y a également des directives supplémentaires concernant la rémunération du personnel, y compris des modifications consécutives aux informations à fournir sur les parties liées. La présentation des coûts liés à la levée de fonds a été établie selon 3 catégories distinctes, dont cadeaux, subventions et les transferts similaires, activités commerciales et gestion des placements. Nous attendons avec impatience vos commentaires sur les propositions de l'exposé sondage 3. Pour répondre, visitez le site www.ifr4npo.org/avyorsay. Téléchargez un modèle de document de réponse et téléchargez votre réponse complétée ou votre lettre de commentaire. Les réponses doivent être rédigées en anglais. La date limite est le 16 septembre 2024.